Il a disparu. Il revient 10 ans après. Clic-clac, photo des retrouvailles. Ce pourrait être un instant de bonheur. C'est un instantané de mort. Quelque part à Brooklyn, dans un petit appartement qui donne sur la voie du métro, une femme étend du linge à sa fenêtre. Penchée sur le fil, elle suspend soigneusement son uniforme de serveuse de restaurant. Tracy Burrow doit le laver tous les jours car elle n'en possède qu'un. L'appartement est à la mesure de son salaire, une pièce meublée d'un canapé-lit, d'un réfrigérateur, d'une table et de 2 chaises. Derrière un rideau de plastique, une douche rudimentaire, toilette sur le palier. Tracy vit ici depuis une dizaine d'années, seule, à presque 40 ans. Avant, elle avait un mari, il a disparu. Avant, elle avait un enfant. Les services sociaux le lui ont pris. On ne laisse pas un gamin de 3 ans vivre dans le taudis d'une prostituée. Tracy était donc une prostituée. Elle ne l'est plus. Elle a tenté de récupérer son gamin à 3 reprises. Chaque fois, les services sociaux lui ont demandé « Où est le père ?» Je ne sais pas. Il m'a laissé tomber et j'ai pas de nouvelles. Il n'a jamais payé de pension. C'est moi qui le faisais vivre. Avez-vous de la famille ? Peut-on appeler famille un père alcoolique qui passe son temps à s'évader d'un hospice de charité ? Sa mère est morte lorsqu'elle avait 9 ans. Tracy n'avait ni frère et sœur, donc pas de famille. Situation précaire, salaire précaire. Le petit Tony a disparu dans les orphelinats. Tracy s'est résignée au bout de quelques années. L'enfant a été mieux élevé qu'avec elle. Il a atteint sa majorité et n'a pas cherché à la revoir. Elle étend son linge comme tous les jours. Elle va tenter de dormir pour reprendre son service à 7 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. Trimballer des hamburgers sur un plateau, ramasser des bouteilles de bière, balayer la salle et recommencer. 17 juin 1982, un jour comme les autres. Tracy préfère l'été, même s'il fait chaud. Dans son trou aéré d'une seule fenêtre, au moins, le linge peut sécher dehors. Elle tourne le dos à la porte palière qui donne directement sur un long couloir. Ici vivent des gens comme elle, maigre salaire, vie sans joie, problème de palier, de cuvette, de bruit de voisinage. Elle n'entend pas la porte s'ouvrir, comme elle n'a pas entendu les coups frappés dans son dos. Le bruit du métro aérien est infernal. Alors, en se retournant, elle pousse un cri. « Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez ?»« C'est toi, Tracy? Tracy Burrow, c'est bien toi ?» Elle le regarde. Et le regarde encore, cet homme un peu débraillé, aux cheveux gras, tirés en arrière, ficelés en queue de cheval, le front dégarni. « Gary ?» Elle le croyait mort. « Ben quoi? Ça te fait pas plaisir de me revoir ?»« Ah non, certes non. Cet homme, c'est une vague de souvenirs qui remonte à la surface comme une nausée. Le trottoir, les baffes, les nuits à compter les dollars dans la main de cet exploiteur. Je sais pas si c'est toi, mais t'as rien à faire ici. Ah, que tu dis? C'est pas le domicile conjugal ici? Hein? Pas chez moi? Comment tu m'as retrouvé? Ah, t'as encore de bonnes copines, Tracy. Des filles qui n'ont pas quitté le boulot, elles. Des bosseuses. Alors, comme ça, t'as changé de rue? Tu nous as offert un meublé. L'horreur. 10 ans sans le voir, et il entre ici comme chez lui. Il s'étale sur le canapé avec ses baskets crasseuses, ses doigts jaunis de tabac, tripote les coussins. Un cauchemar! C'est pas pour dire, mais... T'as pris un coup de vieux, ma belle. Cette voix rocailleuse, ses bras aux veines tordues, piqués de tant de seringues. Il n'a même plus une dent convenable. Le visage est à la fois maigre et bouffi, les yeux sans couleur. Tracy a peur. La vieille peur ancienne, doublée d'une autre. S'il est là, c'est qu'il est au bout du rouleau, sans $1, à la rue. Il va s'incruster, cogner comme d'habitude, pourrir sa petite vie déjà si médiocre. Que faire? Appeler la police? Sur un plan pratique, il faudrait déjà qu'elle puisse passer la porte pour atteindre le téléphone au rez-de-chaussée de l'immeuble. Sur un plan légal, il est toujours son mari. Elle aurait dû demander le divorce depuis longtemps. Elle l'aurait obtenu automatiquement, au bout de quelques années d'absence. Mais au début, il valait mieux être marié, abandonné sans ressources pour espérer récupérer l'enfant. Et ensuite, ça n'avait plus d'importance, outre le fait qu'un avocat coûte cher. Alors il serait chez lui, ce sale type. Après 10 ans de disparition, il n'aurait qu'à ouvrir une porte et s'installer. C'est pas un mari, il n'a jamais été. Juste un minable proxénète. Fous le camp, Gary. J'ai rien à voir avec toi. J'ai pas de fric à te donner, alors fous le camp. Tu rigoles?
Non, mais tu te prends pour qui? Je sais où tu travailles, je sais combien tu gagnes. Tu veux que j'aille casser la baraque chez ton patron, c'est ça? Plus de boulot pour Tracy. Fini le petit tablier, le petit chapeau sur la tête et les pourboires. Dans un moment comme celui-là, des images se bousculent dans la tête de Tracy. Les anciennes et les nouvelles. Les anciennes sont faites de coups et de clients qui défilent de nuit passée dans les voitures au coin des rues, de Gary qui boit, se drogue, règne sur sa vie comme un potentat. Les nouvelles, c'est cette porte qu'elle a laissée ouverte pour le courant d'air, cette maudite porte qui aurait dû être fermée. Les voisins? Si elle crie, quelqu'un viendra peut-être, mais pour la défendre de quoi? Elle n'a rien fait. Elle fait que du mal qu'en surgissant et en parole. Il n'a pas cogné. Il n'a pas d'arme visible. Alors, le piège. Il faut négocier. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est rien, faut voir. T'as pris une bière pour ton petit mari? Il n'a même pas demandé des nouvelles de son fils. S'en souvient-il seulement? L'aurait-il fait qu'elle n'en avait pas non plus? Il a dit « faut voir ». Tracy connaît cette expression. En clair, la traduction est « je ferai ce que je veux quand je veux, tu me donneras l'argent que je veux, tu feras ce que je veux, un point, c'est tout ». Où étais-tu? Drôle de question pour résumer 10 années de disparition. Un peu partout. Qu'est-ce que t'as fait? Des trucs. Tracy ouvre une boîte de bière et la lui tend de loin, pourvu qu'il ne cherche pas à la toucher. Elle ne supporte plus qu'on la touche, personne. Une main d'homme au restaurant qui la frôle de trop près, elle se transforme en pile électrique. Une envie d'exploser. Avec les années, le corps qui s'affaisse, le visage qui devient banal, des agressions de ce genre se produisent de moins en moins, heureusement. Et le restaurant où elle travaille est relativement correct. Il n'a pas touché. Il sirote sa bière en se pavanant comme un vieux coq. J'ai roulé ma bosse, j'ai fait du fric, et puis moins de fric, des galères. Mais jamais de tôle, hein. Gary est un type malin. Gary se fait pas coincer comme un bleu, jamais. Tu changes d'état, tu recommences, tu files en Californie, tu remontes au Texas. La vraie route, quoi. En somme, il a vraiment disparu pendant 10 ans, vraiment. Pas d'emploi, pas de prison, des combines toujours illégales, probablement la came du trafic de voitures volées des filles. Un individu non enregistré, non repérable, qui pourrait disparaître à nouveau dans la nature sans que personne ne le réclame. Bon, t'as eu la bière, on a parlé, contente de t'avoir revu. Maintenant, je dois dormir. Mais personne t'en empêche. Si, toi. Mais j'ai rien contre. Allonge-toi, ma belle, pique un roupillon, ça me dérange pas. Je veux que tu t'en ailles. Tu veux quelque chose, toi? C'est toi qui parles, hein? Tu donnerais des ordres maintenant? Il devient méchant, le regard pâle, décoloré, fixant sa proie. Tracy regarde désespérément cette porte entr'ouverte, la seule issue à part la fenêtre au 12e étage. Mais elle ne peut pas la franchir sans passer à 10 centimètres du lit. Elle est coincée. Que faire? Le saouler? Dans le temps, c'était le seul moyen de le rendre inoffensif pour un moment. Mais il n'y a pas assez de bière pour le saouler. Il faudrait du gin, une bonne bouteille de gin, et encore. Bon, d'accord, dis-moi ce que tu veux, je dormirai plus tard. Mais rien? J'ai tout ce qu'il me faut, ma belle. C'est pas terrible ici, mais au moins, tu fais le ménage, hein? Et puis la bouffe. Alors, on va bosser tranquille. T'as que ça à faire, bosser. Tu veux manger quelque chose, c'est ça? Arrête, Tracy. Joue pas ça avec moi. 2 œufs sur le plat, et tu voudrais que je me barre, c'est ça? Mais compte pas là-dessus. J'y suis, j'y reste, le temps qu'il faut. Et si t'es pas contente, va chercher ton père. Il est toujours de ce monde, le vieux, hein? Le papa maniaque qui m'a vendu sa fille pour $100. Tracy s'assied sur l'une des 2 chaises qui forment son mobilier. Elle tremble intérieurement, des années de trottoir entre un père sadique et ce salaud. Il vient d'enfoncer le couteau dans la plaie, une histoire classique, douloureuse. L'inceste, la prostitution. Il vient de la remettre brutalement en face de la réalité de son existence. Il a oublié les tentatives de suicide, l'alcool, qui a failli la tuer elle aussi, la drogue. Quand il a disparu, Tracy était au fond d'un trou, et il cherche à l'y enterrer à nouveau. Une autre bière? Celle que Tracy réserve à l'unique visite qu'elle reçoit de temps en temps, un copain du 4e étage, vaguement peintre, vaguement photographe. Un genre de père qui aurait l'âge du sien en propre. Il a fini le carton de bière, ôté ses baskets, sa chemise sale. Il fume sans se préoccuper des cendres qui dégringolent sur son t-shirt et le tissu du canapé.
Il entreprend une conférence destinée à son unique auditrice. Le thème est relativement simple. Tracy reprendra le métier. Son mari a besoin de se refaire. Évidemment, il lui faudra bosser davantage. Elle n'a plus 20 ans, ni même 30. Mais il y a toujours un marché pour les vrais professionnels. Il fait chaud. Et pourtant, Tracy grelotte de froid. Elle a un corps de chair et de sang, et il est soudain en béton, glacé et bétonné. Une seule idée traverse son cerveau. Je vais le tuer. C'est lui ou moi. Fous le camp. Fous le camp! Disparais de ma vie! Tu n'existes plus! Je ne sais même plus comment tu t'appelles! Fous le camp! Alors il se lève pour frapper. D'abord, tordre le bras comme il le faisait jadis, le retourner en arrière à la limite de la fracture et lui cracher des injures au visage. Elle se débat, lui donne des coups de pied, des coups de genoux. Il la bascule sur le lit et il sort un couteau. Il avait forcément un couteau, il en a toujours eu un. Un sale couteau de lâche, à la pointe fine, à la lame mince et tranchante, qui entaille la chair, la cisèle, et s'arrête sur le cou. Tu veux que je te crève? Tracy a du mal à respirer, la voix rauque. Elle arrive à dire « Et tu boufferas comment? Vas-y, minable !» Il fut un temps, des années de cela, où elle se serait effondrée en pleurant, en hurlant, en suppliant de peur de mourir, la gorge tranchée. Mais il ne l'a jamais tuée. Il ne voulait que la peur, la soumission. Alors qu'elle s'imaginait mourir à chaque fois, lui ne jouait que le jeu sadique du proxénète qui contrôle son outil de travail. Le millième de seconde est suffisant. La surprise et la fureur ont stoppé la lame. Il a reculé légèrement pour regarder le visage de cette femme et trouver la parade définitive pour la soumettre. Tracy s'est retournée comme un ver de terre. Elle a roulé sur le canapé, échappé à l'emprise, attrapé au vol la bouteille de soda en verre qui lui sert à arroser ses fleurs, et elle a frappé à deux mains dans un élan sauvage, puissant. Il a pris le coup sur la tempe, les yeux écarquillés, et il s'effondre. Elle aussi, octant de larmes, de détresse, hystérique. Tracy? Elle n'a pas entendu tout de suite, elle n'a pas compris. Qui était là pour la prendre dans ses bras, la secouer, la gifler pour la calmer, lui passer de l'eau sur le visage, l'asseoir enfin en la tenant pour ne pas qu'elle tombe de sa chaise? J'ai tout entendu, Tracy. J'étais derrière la porte. Écoute-moi, j'ai pris des photos. J'ai fait des tas de photos. Des photos? Mais de quoi? De vous deux, en train de vous battre? Tu étais là? Tu n'es pas entré? Tu ne pouvais pas appeler au secours? Mais tu es fou, Jerry, complètement fou! Au début, j'ai pas osé. Je suis reparti un moment, puis je suis revenu. Et j'ai entendu les insultes. J'avais mon appareil. Je venais chez toi pour faire des clichés du métro. Une idée qui m'était passée par la tête. La pellicule était prête. Je n'avais qu'à appuyer. Normalement, j'ai tout pris. On doit voir le couteau, la bouteille, enfin tout. Mais enfin, il aurait pu me tuer pendant ce temps-là. Mais j'étais sur le point d'entrer en gueulant dans la pièce quand tu l'as frappé. J'ai pris les dernières photos en réflexe. 2 ou 3, je ne sais pas. Gary Borg est mort. Tracy, son ex-épouse, aurait pu être accusée de meurtre avec préméditation. Elle n'a été jugée que pour meurtre en état de légitime défense, avec pour témoin une série de photographies en noir et blanc, comme un feuilleton indiscutable. Jerry, son voisin photographe du 4e, a complété les images par le son de son témoignage. Les dialogues, le scénario, la dramatisation de l'histoire. Il avait tout en main, Jerry. Tracy a été acquitté. On lui a proposé beaucoup d'argent pour les photos, paraît-il. Et curieusement, pour une fois dans le système médiatique américain où tout se vend dans ce genre de cas, Jerry ne les a pas vendus, ou n'a pas pu les vendre car son rouleau de pellicule avait été immédiatement saisi, les clichés développés par le laboratoire de police et le négatif enfermé dans le bureau du procureur. Pièce à conviction. Un instant qui s'enchaîne avec un autre et encore un autre, jusqu'au dernier, qui fait sauter les plombs. Eh oui, ça arrive. Même à un homme normal. De toute façon, la journée a mal commencé pour Werner. À 5 heures du matin, son camion n'était pas fini de charger et il avait déjà perdu 2 heures de route. À la frontière, il tombe sur un douanier irascible. Enfin, douanier irascible est un pléonasme. « Garez-vous là et attendez. Il n'y a pas que vous ici. » Bon, Werner attend, en tapant du pied pour se réchauffer. Il perd encore 1 heure dans la file du tunnel du Mont-Blanc. Grève du zèle côté italien. Ça s'arrange. Épluchage des feuilles de route, pneus, plaques, chargement, examen de la tête du chauffeur. Vous n'avez pas de graisseur?
Il a fait une crise d'appendicite sur la route. Je l'ai laissé chez un médecin. Voilà le certificat. Oui, mais vous êtes reparti sans graisseur. Ah, vous êtes marrant, vous. Faut bien que je ramène le camion. J'allais pas engager un type en Italie pour le ramener à Hambourg. Ah, mauvaise journée, décidément. Personne à qui parler dans la cabine, à qui raconter le ras-le-bol épouvantable qui le submerge. Sa femme. Ah, cette fois, Werner s'est bien juré de la ramener manu militari à la maison à coups de pied au derrière s'il le faut. Enfin, on n'a pas idée d'avoir une femme qui passe son temps à dormir chez sa mère. Tiens, et ça continue. Voilà maintenant qu'une saleté de petite voiture lui fait une queue de poisson. Mais c'est complètement insensé, un 20 tonnes ne freine pas comme une 5 chevaux, hein? Et la petite neige fondue qui dégringole depuis l'aube n'arrange pas les choses. Dans un grincement épouvantable, le camion de Werner fait du patin sur la route, coup de volant, accrochage du bas-côté, reprise en main, vitesse rétrogradée, mais rien n'y fait. Le nez du gros camion vient bousculer le derrière de la petite 5 chevaux. Werner est trempé de sueur. Il ouvre sa portière comme un automate, au moment où jaillit devant lui une petite bonne femme de 1,50 m hurlant des imprécations. Derrière lui, ça klaxonne, ça dérape. Ah, un joli carambolage. Il en a marre, Werner, mais marre! Assis sur le marchepied de son camion, la tête dans les mains, il essaie de se calmer. Non mais vous avez vu? Mais vous êtes tous les mêmes. Et mon coffre arrière, hein? On vous a appris à conduire où? Vous avez encore des freins? Et c'est votre permis qui est périmé! Werner se mord la langue. Cette espèce de poupée maquillée, comme une gravure de mode, en manteau de fourrure qui trépigne et l'insulte. Et elle continue, l'imbécile. Hein, vous vous traînez sur la route. Vous ne supportez pas qu'on vous double, hein? La route aux routiers. Le genre, je travaille, moi, hein? Eh bien, moi aussi, je travaille, monsieur. Werner déplie ses 1,90 m. Sa brave tête de routier devient rouge de colère. Il serre les poings dans ses poches. Si ce n'était pas une femme, et minuscule encore. Mais allez donc expliquer et empêcher de cacter une poule en colère. Et expliquez-lui donc qu'elle est un danger public, qu'elle conduit comme une soupière. Elle n'écoute pas, elle pérore. Les grands bras de Werner se balancent le long de son corps. Il peut pas gifler cette petite chose, il l'assommerait. Mais la laisser crier, c'est au-dessus de ses forces. Il y a des limites au stress. Werner attrape la petite bonne femme à bout de bras, la transporte, la pose sur le capot de sa voiture en la secouant un peu. C'est fini, oui. On se tait, là, hein? On se calme. On conduit comme un pied et on ameute la population. Un peu de silence. Ça t'arrive, cocotte? Je vais porter plainte. Eh bien, fais donc ça. Appelle ta mère. 3 heures de perdu. La police qui n'en finit pas de dégager les véhicules, de contrôler les traces de frein, d'entendre les témoins, et qui fait enfin circuler tout le monde, sauf Werner et son 20 tonnes. Rangez-vous là. On s'occupera de vous tout à l'heure. La petite bonne femme en manteau de fourrure garée juste devant le camion s'explique avec un motard de la police de la route. Werner a commis un crime de lèse-majesté en osant l'asseoir cavalièrement sur le capot de sa voiture. Werner se calme, respire, fait des mouvements, boit un café et s'explique. J'ai essayé de la calmer, un vrai moulin à parole. Je ne lui ai pas fait de mal. Elle veut porter plainte pour voie de fait. Mais enfin, vous êtes d'accord qu'elle m'a fait une queue de poisson? Tout le monde l'a vu. Oui, mais ça n'a rien à voir. Elle porte plainte pour agression. Écoutez-vous les que je vous dise, je m'en fous et je m'en contrefous. Ce genre de bonne femme, c'est ma femme à tout cracher. Ça fait les pires conneries et c'est les autres qui sont responsables. Ça vous épouse et au moindre pépin, ça retourne chez sa mère. J'en ai ma claque, moi, des bonnes femmes irresponsables. Elle porte plainte? D'accord. Dieu fasse qu'elle tombe un jour sur un type qui arrive à la faire taire. Voilà. Alors je peux m'en aller? Il pleut. Encore 300 kilomètres à ruminer. Werner est plutôt du genre brave type. Le genre de colosse qui se méfie de sa force. Et en joue rarement. Il faut vraiment pousser loin le bouchon pour faire bouger 100 kilos de muscles, et c'est 1,90 m. Il fait la ligne Italie-Autriche depuis 8 ans, et il en a vu. Il est marié depuis 3 ans, et il en a vu aussi. À 10 heures du soir de cette maudite journée, il n'a pas fini d'en voir. Aidé au déchargement du camion, s'expliquer avec le patron, le retard, l'appendicite, le tunnel, la grève du zèle, l'accident. Enfin, il rentre chez lui. Il lève la tête pour examiner la fenêtre au 3e étage. Noir. Ah, ça, c'est le bouquet final, c'est l'apothéose. Elle est encore chez sa mère. Clélia est toujours chez sa mère. Il y a des femmes sur Terre qui attendent leur mari, préparent le dîner, font des bisous, écoutent le récit du voyage, plaignent ce pauvre dos qui n'en peut plus. Pas Clélia. Clélia a besoin de sa mère. Sa mère est la merveille des merveilles de mère. Elle sait tout, comprend tout, console de tout. Clélia va faire dodo chez sa mère. Et Werner, hein? Il est bon à quoi dans l'histoire?
Oh, pas grand-chose. Il a épousé la petite jeune fille qui voulait se faire appeler madame. Il a offert la bague et l'alliance avec des brillants comme celle de maman, les meubles en merisier massif comme maman, les tapis, les robes, une cuisine américaine et même un clébard de luxe, jusqu'au jour où maman est arrivée les dents sucrées, le sourire mielleux. « Clélia, ma puce, je t'ai trouvé un travail amusant. Une petite boutique en bas de chez moi, des fanfreluches et des bijoux. On pourra se voir, je t'aiderai à conseiller les clientes, et puis au moins financièrement, tu ne seras plus à la charge de ton mari. Et quand il n'est pas là, tu pourras dormir dans ta chambre. C'est pas merveilleux ? Ben voyons. Il lui reste quoi à Werner ? Le crédit de l'appartement, le crédit des meubles, et en rentrant un mot sur la table vide, je dors chez maman. Elle aurait pu écrire « Werner, mon chéri, ne t'inquiète pas, je suis chez ma mère, ton dîner est prêt dans le réfrigérateur, appelle-moi en rentrant, à demain, je t'aime », par exemple. Mais non. D'abord parce qu'elle n'est pas chez sa mère, elle y dort. Nuance. Ensuite, parce qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur, et rien nulle part ailleurs, à part des conserves. Ensuite, parce qu'elle ne l'appelle pas mon chéri. Chéri, c'est pour maman. Maman chérie par-ci, maman chérie par-là. 3 ans de mariage et d'illusions assorties de petits mots. Je dors chez maman. Alors Werner téléphone, même si elle ne l'a pas demandé. Il veut sa femme. C'est son droit, non ? Allô, oui, bonsoir. Non, rien de grave. Passez-moi Clélia. Mais elle dort. Elle a une journée dure au magasin. Je m'en fous. Passez-moi ma femme. Werner, qu'est-ce qui se passe ? Rien, je vous dis. Et ça ne vous regarde pas en plus ? Passez-moi ma femme, nom de Dieu. Comment ? Ça ne me regarde pas, mais c'est ma fille. C'est ma femme. Vous vous souvenez ? Ça vous dit quelque chose ? Passez-la-moi. Quand vous serez calmé. Et pan, la belle-mère lui raccroche au nez. Ah non, 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 pas cette fois. Cette fois, rien ne va plus. Ce déclic, c'est la goutte de nitroglycérine du salaire de la peur. C'est fini, ce petit jeu. Plus question de dormir chez maman 6 nuits sur 7. Plus question d'aller déjeuner chez maman le dimanche en plus. Les 100 kilos de Werner sautent dans un taxi. Pas bavard, le chauffeur, heureusement. Pas loin de la retraite, philosophe et prudent. Or, ce client qu'il vient de charger a l'air d'avoir bouffé du béton. Ça ira, monsieur. Ça ira, ça ira. Le taxi fait demi-tour après avoir déchargé Werner, et le chauffeur le voit se diriger vers la porte d'une petite maison de quartier, puis sonner, et ressonner, le pouce carrément collé à la sonnette. Alors le chauffeur regarde, on ne sait jamais. Enfin, une fenêtre s'illumine, une tête passe entre 2 rideaux. « Werner, cessez ce tapage immédiatement, en voilà des façons. Ouvrez-moi, je veux voir ma femme. Il n'en est pas question quand vous serez calmé. Ah, je vous préviens, j'enfonce la porte. Enfin, nom de Dieu, c'est ma femme. Elle devrait être à la maison. Elle a le devoir d'habiter chez son mari. C'est moi le mari, pas vous. Mais ma fille est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas moi qui l'oblige. Faites-la descendre ou je fais un malheur. Expliquez-vous d'abord. Mais enfin, bon sang, j'ai rien à expliquer. C'est ma femme, on s'est mariés. Je la veux chez moi. » De son taxi, le chauffeur entend les coups de pied dans la porte et les braillements des 2 ennemis. Un instant, il se demande quoi faire. Prévenir la police ? Mais il ne connaît pas le fond de l'histoire, évidemment. Tout ce qu'il voit, c'est un colosse qui tape dans une porte et une femme qui crie de sa fenêtre. « Vous n'êtes qu'une brute ! Laissez-nous tranquilles ou j'appelle la police !» Alors, il se dit, bon, affaire de famille. Et si elle veut appeler la police, ça la regarde, pas moi. Alors il attend, un peu comme au spectacle. Le colosse tâte du pied. « Mais je m'en fous des flics ! Vous m'avez fait le coup 10 fois, à Noël, à Pâques, au fait carillonner, et maintenant les week-ends. Votre fille est mariée, fourrez-vous ça dans le crâne. Mais fichez-la dehors si vous l'aimez tellement, au lieu de la dorloter comme une poupée. Mais si je la dorlote, c'est parce qu'elle en a besoin, qu'il n'y a qu'à vous regarder. Heureusement qu'elle a sa mère. Sa mère ? Mais vous la pourrissez ? Mais c'est malsain votre histoire. Vous voulez garder le bébé, c'est ça, hein ? Le petit bébé ne peut pas dormir dans le lit d'une grande brute de Marie. Mais elle a 25 ans. Elle a besoin quand même d'autre chose que d'un biberon, non ? Les rideaux se referment, les volets claquent et la lumière s'éteint. Et Werner est fou furieux. Il passe aux injures, tout en s'attaquant sérieusement à la porte. Espèce de vampire femelle, monstre à tentacules, malade. Mais enfin, ça ne m'étonne pas que votre mari soit barré. Mais cette fois, pas question, je vous interdis de gâcher ma vie et la sienne. Entre chaque coup de boutoir de ses puissantes épaules, il reprend souffle pour raconter sa vie, la hurler plutôt. Je sais ce que vous voulez. Pas d'enfant. Le petit trésor adoré de maman ne doit pas la faire grand-mère. Saloperie hypocrite. Ton mari n'a pas de situation stable. Tu as bien le temps de te déformer. Profite de ta liberté. Maman est là. Et gna gna gna. Liberté pour qui, hein ? Le jour où elle aura ce bébé. Foutu, la grand-mère. Au rencard, la mamie. C'est ça qui vous emmerde.
La porte va céder, et cette fois le chauffeur de taxi passe en première et il va prévenir la police. Ce type est sûrement ivre, sa femme l'a quitté, et il va faire un massacre. La porte craque, un panneau de bois s'écroule avec fracas, les lumières du voisinage s'allument les unes après les autres. Werner s'élance pour la dernière fois sur le panneau de bois et le taxi arrive à sa hauteur au moment même où une carabine pointe un long museau noir et menaçant sous celui de l'attaquant. Le coup de feu éclate en même temps. Le taxi freine et Werner s'écroule devant la porte. Un cri ultime s'est étranglé dans sa gorge. Le silence revient brutalement. Puis un autre cri. « Maman! Tu l'as tué! Tu es folle, maman !» Un joli petit visage en larmes, des cheveux noirs frisés, une poupée, se penche sur le corps du colosse immobile. « Werner! Maman !» Maman est passée devant les juges. Argument principal? Vous vous rendez compte? Il refusait qu'elle vienne réveillonner avec moi, un monstre. Il allait nous tuer, c'est sûr. Il me haïssait. J'ai protégé ma fille. Il n'avait pas d'arme, le monstre. Seulement ses épaules et ses mains nues. Et il l'a échappé belle. La balle a frisé le cœur. 3 mois d'hôpital, plus de boulot et un divorce. Sale journée. La sirène du cargo San Lorenzo retentit dans le port de Naples. Les quais sont grouillants de monde en cette matinée de septembre 1954. Antonio Di Stefano serre nerveusement la poignée de sa valise. Il ne regrette pas sa décision. Comment vivre à Naples quand on est simple maçon et qu'on gagne quelques centaines de lire par jour? Alors il part, pour l'Australie. De l'Australie, Antonio Di Stefano ne sait strictement rien, sauf qu'on y gagne en un mois le salaire annuel d'un maçon napolitain. Là-bas, il va travailler dur, il enverra des mandats à Naples, et quand il aura assez d'argent de côté, il reviendra et ouvrira un petit commerce. Antonio Di Stefano monte sur la passerelle du San Lorenzo, et il se retourne une dernière fois. Carmelia est là avec les enfants. À côté, ses 2 sœurs, Assunta et Grazia. Antonio Di Stefano lance à sa femme « À bientôt, Carmelia. Ne t'inquiète pas, Assunta et Grazia prendront soin de toi. » Les amarres sont larguées et le cargo s'éloigne. Antonio voit pour la dernière fois avant longtemps ce qui constitue toute sa famille, sa femme, ses 5 enfants et ses 2 sœurs. Antonio Di Stefano n'a jamais été psychologue, sinon il n'aurait jamais abandonné Carmelia à ses belles-sœurs. Il n'est pas très observateur non plus, sinon il serait frappé par leur aspect en ce moment. De loin, serrées l'une contre l'autre, un peu en retrait de sa femme, elles ressemblent à 2 oiseaux de proie. Le cargo San Lorenzo n'a pas encore quitté le port qu'Assunta, la plus âgée des belles-sœurs, émet un petit ricanement. Carmelia, surprise, se retourne. Assunta la dévisage avec un air de commisération. « Ma pauvre fille. » Sa sœur Grazia lui fait écho. « Tu as eu tort de dire au revoir à Antonio. C'est adieu qu'il fallait lui dire. » Carmelia reste ébahie devant les paroles incompréhensibles de ses belles-sœurs. Assunta revient à la charge. « Tu ne reverras jamais Antonio. Quand un homme quitte une femme, c'est qu'il a une bonne raison. » Déjà, les 2 sœurs s'éloignent, tandis que Carmelia est toujours sans réaction. Après quelques mètres, Grazia s'arrête et lance « C'est Antonio qui nous l'a dit lui-même. Nous n'inventons rien. » De retour chez elle, Carmelia, Di Stefano est effondré. Antonio avait l'air sincère en lui disant qu'il acceptait cet exil pour elle, pour les enfants. Ce serait un mensonge. Il serait parti parce qu'il ne voulait plus d'elle. Carmelia Di Stefano n'a malheureusement pas plus de psychologie que son mari. Les 2 sœurs d'Antonio, plus âgées que lui et restées vieilles filles, n'ont pas admis son mariage. Elles ont tout de suite haï l'étrangère, l'intruse. Elles la haïssent de toute leur force. Et elle ne s'en est jamais rendue compte.
Carmélia reste un mois accablée, prostrée. Mais au bout d'un mois, il y a le miracle. Une lettre et un mandat d'Antonio. Et il n'avait pas menti. Assunta et Gracia s'étaient trompées. Alors elles courent chez elles leur annoncer la bonne nouvelle. « Regardez, Antonio m'a écrit, il m'a envoyé un mandat !» Assunta et Gracia considèrent la lettre et le mandat sans rien dire. Elles se contentent d'un hochement de tête. Surprise de leur peu d'enthousiasme, Carmélia s'en retourne. Et encore une fois, elle a manqué de psychologie. Elle vient d'humilier ses belles sœurs. Et elle a tout à craindre de leur réaction. Le soir même, 2 femmes vêtues de noir frappent à la porte d'un logis misérable de la banlieue de Naples. C'est une maison basse, sale, une maison où on n'entre pas sans raison. Une vieille femme sèche vient leur ouvrir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Assunta prend la parole. « Nous avons besoin de vous, Maria Castellano. » Et elle ajoute à voix basse. « C'est pour un sort. Il s'agit de Carmélia Di Stefano. Il faut qu'elle meure. Envoûtez-la. » Grazia Di Stefano sort de sa poche un billet et un morceau d'étoffe. « Voici 5000 lire et son mouchoir. Je lui ai pris la dernière fois qu'elle est venue chez nous. » Bon, c'est d'accord. Je vais invoquer mon maître. Et les 2 sœurs Di Stefano s'en vont. Oui, Antonio aime sa femme. Elles avaient espéré un instant que c'était pour la fuir qu'il était allé en Australie, mais Carmélia est venue leur jeter son mandat et sa lettre au visage. Tant pis pour elle, alors elle mourra. Car comme tout le monde dans ce quartier populaire de Naples, les 2 vieilles filles croient au pouvoir de Maria Castellano. Ne dit-on pas que Satan vient lui rendre visite chaque nuit de pleine lune? Il existe au moins une personne qui doute de l'efficacité de ces envoûtements, c'est Maria Castellano elle-même. Une fois les 2 sœurs parties, elle jette le mouchoir. 5000 lire, c'est bien, mais les sœurs risquent de les lui réclamer quand elles verront que Carmélia tarde à passer de vie à trépas. Non, il y a sûrement mieux à faire. Et le lendemain matin, Carmélia Di Stefano reçoit la visite de Maria Castellano. En la voyant, elle a un mouvement de surprise et de peur. Que vient faire chez elle la sorcière? Celle-ci affiche une mine sinistre. Le malheur est sur toi, Carmélia Di Stefano. Carmélia reste interdite. Le pire des malheurs. Celui qui ne vient pas des hommes. J'ai jeté sur toi un sort de mort. Carmélia Di Stefano est devenue toute pâle. Elle sait bien que la sorcière a déjà invoqué le diable. On a murmuré son nom à propos de disparitions mystérieuses. Mais pourquoi moi? Que vous ai-je fait? Rien. Rien, j'ai agi parce qu'on me l'a demandé. Tu dois savoir la vérité. Ce sont tes belles sœurs qui sont venues me trouver. Dans l'esprit de Carmélia, il y a soudain un grand vide. Elle comprend enfin la réalité qu'elle s'était toujours cachée, sans doute parce qu'elle lui semblait trop laide. La haine, la formidable haine qu'ont pour elle Assunta et Grazia. Elle demande « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour conjurer le sort ?» Maria Castellano sourit. Elle a réussi. Peut-être. Viens me voir demain. Le lendemain, la sorcière voit arriver Carmélia Di Stefano chez elle. Elle est livide, dans un état second. « Je vous en conjure, Maria Castellano, ne me faites pas mourir. Ce n'est pas pour moi que je vous le demande, c'est pour mes enfants. » J'ai déjà lancé le sort. Carmélia pousse un cri de désespoir. « J'ai pitié de toi. Je vais tenter l'impossible. Mais pour cela, je dois interroger mon maître. » Tremblante, Carmélia Di Stefano suit la sorcière dans la petite pièce sombre qui lui sert de chapelle pour messe noire. Blottie contre un mur, elle la voit remplir une coupe d'un jus noirâtre, y verser une poudre blanche, et pendant de longues minutes considérer la surface du liquide. Son examen terminé, elle se redresse enfin. « Mon maître m'a parlé. Il consent à annuler le sort à condition que tu me donnes 6000 lire par mois. Mais si tu oublies une seule fois de me payer, tu mourras instantanément dans les pires souffrances. » Mais c'est beaucoup trop, je ne pourrai jamais. C'est cela, ou la mort pour toi et tes enfants élevés par tes belles sœurs. Tu choisis.
L'horrible perspective emporte la décision de la jeune femme. Bien, vous aurez votre argent. Et Carmelia Di Stefano tient effectivement promesse. Tous les mois, elle apporte à la sorcière 6 000 lire prélevées sur le mandat d'Antonio. Cela dure 4 ans. La belle et insouciante Carmelia vieillit prématurément. L'angoisse, le remords vis-à-vis d'Antonio, dont elle détourne une partie de l'argent et dont elle retarde par là même le retour, la mine chaque jour davantage. Assunta et Grazia, qui l'observent de loin, constatent son déclin. Au début, elles ont été surprises de ne pas la voir mourir de mort subite, mais elles ont fini par se dire que la sorcière avait choisi une mort lente, et elles sont satisfaites. Mais cela ne peut pas durer éternellement. Là-bas, en Australie, Antonio, qui travaille dur, demande, avec de plus en plus d'insistance, ce que devient l'argent qu'il envoie. Carmelia, dans ses lettres, fait des réponses évasives. Et le drame éclate en juin 1958. Carmelia reçoit au courrier une lettre qui, pour la première fois, n'est pas accompagnée d'un mandat. Carmelia, tu ne veux pas me dire ce que tu fais de l'argent que je t'envoie. J'ai l'impression que tu n'as pas très envie de me voir rentrer. Moi, je suis en train de réfléchir. La vie n'est pas si désagréable ici. Je ferais peut-être mieux de rester. Carmelia jette la lettre. Non, ce n'est pas possible. Elle ne va pas perdre Antonio. Elle n'a pas enduré ce cauchemar pendant 4 ans pour rien. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais il le faut. Sans réfléchir, elle se précipite chez la sorcière. Maria Castellano la reçoit avec rudesse. « Qu'est-ce que tu veux? C'est pas le jour de payer ?» Carmelia a peur du diable. Mais le désespoir lui donne un courage dont elle se serait crue incapable. Elle n'a plus le choix. Elle doit faire face. « Je ne paierai plus. Plus jamais. » Un moment stupéfaite, la sorcière se met à éclater de rire. « Pauvre folle! Tu crois qu'on se débarrasse comme ça d'un pacte avec le diable ?» Elle lui prend le poignet. « Viens, suis-moi !» Encore une fois, Carmelia Di Stefano se retrouve dans l'antre de la sorcière. Elle devrait s'en aller, elle le sait. Elle a dit ce qu'elle devait dire. Mais elle reste. Elle se sent retenue par une force qui a effectivement quelque chose de diabolique. Maria Castellano a versé un liquide incolore dans une bassine. Elle en approche une allumette. Instantanément, une grande flamme bleue monte dans la pièce. La sorcière parle d'une voix sifflante. « Regarde bien, Carmelia Di Stefano. Ce sont les flammes de l'enfer où tu vas aller bientôt. Le diable est en toi, Carmelia Di Stefano. » Dans la tête de Carmelia, tout vacille. Ces flammes, cette odeur de brûlé, la vieille qui s'est mise à prononcer des formules cabalistiques. Oui, le diable est en elle. Elle agrippe la bassine, et avant que Maria Castellano n'ait pu faire un geste, elle lui en jette le contenu au visage. Il y a une cascade de feu, un cri inhumain. Là, contre le mur, le bidon d'où la sorcière a extrait le liquide. Carmelia le saisit et le vide sur la forme qui se tord à terre. Il y a une flamme gigantesque, et les cris cessent presque aussitôt. Alors Carmelia Di Stefano sort comme un automate et se rend chez les carabiniers. Le procès de Carmelia Di Stefano en octobre 1959 a fait les gros titres des journaux. Ce crime médiéval dans la deuxième moitié du XXe siècle avait effectivement de quoi passionner l'opinion. Carmelia est apparue au procès, tassée sur elle-même, comme étrangère à son propre sort. La prison, après les terribles épreuves qu'elle avait endurées pendant 4 ans, l'avait affreusement vieillie. Oui, cette femme avait souffert. Ce qu'elle avait fait, c'était pour ses enfants, pour son mari, qui était là dans l'assistance, car en apprenant le drame, Antonio était rentré d'Australie. Et tout cela, les jurés l'ont compris. C'étaient des habitants de Naples. La plupart connaissaient de réputation la victime et comprenaient la situation dans laquelle s'était trouvée Carmelia, une situation intenable, dont elle n'avait peut-être pas d'autre moyen de sortir. Carmelia Di Stefano a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Les jurés ont estimé que, compte tenu de son état d'esprit au moment du meurtre, son geste n'était pas loin de la légitime défense. Et puis peut-être ont-ils pensé aussi que le diable y était pour quelque chose.
Quand on est écossais et qu'on a, comme on dit, la dalle en pente, la vie devient rapidement un combat quotidien pour trouver la ration d'alcool nécessaire et indispensable à la survie. Le jour où quelqu'un s'intéresse de trop près à vous et devient trop amical, cela peut être un instant crucial. Nous sommes à New York en 1931, en pleine prohibition. Toute consommation d'alcool est interdite. Les clients boivent dans des bars discrets où l'on sert le whisky dans des tasses de thé. Ce soir-là, comme tous les soirs, Folco Benvenuti, dans l'arrière-salle de son bar Folco's Corner, surveille discrètement son établissement. Un rideau douteux le sépare du barman, Gibson Madigan, qui essuie les verres, un mégot au coin des lèvres. Au bout du bar, près de l'entrée, à moitié affalé sur son verre, le poivreau habituel, un Écossais d'une 50aine d'années, Sean McLoney. Celui-ci, entre deux verres, se met à raconter des blagues de commis voyageurs avec un accent écossais à couper au couteau. Les rares clients s'esclaffent. McLoney, sans le savoir, est l'attraction du Folco's Corner. Et c'est pour ça qu'on lui sert à boire gratuitement. Le soir, il balaye la salle et il dort sur une banquette. Un employé payé en liquide, si l'on peut dire. Presque un membre de la famille. Il est content. Comme il ne roule pas sur l'or, il risque rien. Car Folco Benvenuti était de son barman à une spécialité, si l'on peut dire. Quand un nouveau client arrive, sans méfiance, le barman Gibson Madigan jette un coup d'œil vers l'arrière-salle. Folco examine de loin le nouvel arrivant. Si celui-ci semble avoir les poches un peu pleines, son compte est bon. Gibson va servir au nouveau client une mixture très spéciale destinée à le faire sombrer très rapidement dans l'inconscience. Personne dans le bar ne songerait un seul instant à lui porter secours, pas même à s'inquiéter. « Bonsoir Gibson, bonsoir Folco !» Le dernier client quitte le Folco's Corner. En tout cas, le dernier client capable de sortir par ses propres moyens. Dans un coin, il reste le client inconnu réduit là à l'inconscience, et Sean McLoney qui ronfle. Folco et Gibson se précipitent sur l'inconnu, fouillent ses poches, s'emparent de tout l'argent liquide et des objets de valeur, montres, stylos, puis très vite, ils attrapent le bonhomme, l'un par les bras, l'autre par les pieds, ils le transportent dans l'impasse, derrière le bar. Le lendemain, quand il se réveillera, l'autre sera incapable de se souvenir de quoi que ce soit. C'est pas bien gras, hein. 12 $ et une montre en acier qui en vaut à peine 5. Folco machinalement regarde Sean McLoney. Je pense à quelque chose. Essaie de me retrouver le numéro de téléphone de ce gars, Giulio Papazzi, l'agent d'assurance. Le lendemain, Papazzi apparaît dans le bar. Sean McLoney est déjà dans son coin habituel et déjà très imbibé. Folco s'assied avec Papazzi et lui dit « Il s'agit de prendre une assurance vie. Disons 5 000 $. L'assuré est un grand ami, Sean McLoney. C'est moi qui règle les primes. Et c'est moi qui serai le bénéficiaire, en cas de malheur, bien sûr. Et quand le dénommé McLoney va-t-il signer sa police? Oh, laissez-moi le document, je le ferai signer, repasser demain. » Comme on s'en doute, dès cette minute, les jours de Sean McLoney, alcoolique, sans amis, sans famille, sont comptés par Folco. Bon, comment va-t-on se débarrasser de lui? Il passe son temps à boire. Donnons-lui quelque chose de vraiment fort. Gibson, le barman, réfléchit. À mon avis, si on mettait de l'antigel dans son verre, ça ne devrait pas tarder à faire de l'effet. Ok, si ça marche, t'auras 100 $ pour toi. Et dès le verre suivant, Sean McLoney, qui a sans doute des boyaux très abîmés, avale sans le savoir un mélange d'antigel et d'alcool très suspect. Gibson et Folco le regardent attentivement. Rien ne se passe. Remets-lui ça. Gibson est déjà en train de resservir McLoney. À Noël, Sean McLoney est toujours bien en vie. En mauvais état, mais vivant. On ne compte plus les verres assaisonnés d'antigel qu'il a déjà avalés. Pourtant, ce soir-là, il semble bien avoir son compte. Il a glissé à terre et son pouls disparaît petit à petit. Il est 3 heures du matin et le bar vient de fermer. Folco et Gibson, du coup, se servent un verre et du bon, en compagnie d'un autre copain, un croque-mort, Dennis Follip. Vers 4 heures, les 3 hommes ont la désagréable surprise de voir Sean McLoney soulever le rideau de l'arrière-salle, debout sur ses 2 jambes. Oh, qu'est-ce que je tiens! Je crois que je vais m'étendre un peu. Je balayerai après. Pas de doute, McLoney a des boyaux en zinc.
Dans la semaine qui suit, sans le savoir, McLoney avale pratiquement un bidon entier d'antigel, mais il ne s'en porte pas plus mal. Gibson a une idée. Je vais lui faire un sandwich à ma manière. Infernal, ce sandwich. Gibson ouvre une boîte de jambon et laisse celui-ci sur le bord de la fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Pendant ce temps-là, Folco, pour faire bonne mesure, porte la boîte vide chez un voisin garagiste et lui demande de réduire le fer blanc en minuscules copeaux. Quand le jambon est devenu inconsommable et le fer blanc réduit en limaille fine, Gibson s'en sert pour en fourrer un sandwich arrosé de moutarde et décoré de salade. Puis il le tend à McLoney. « Ah ben mince, c'est gentil ça. Ah justement, j'avais un petit creux. »« Un brave type comme toi. »« C'est de la part de Folco. » L'Écossais avale le sandwich sans même sourciller. Gibson lui sert un verre pour faire glisser ça. Un verre à l'antigel, bien sûr. McLoney rote un grand coup. Et c'est tout. 2 jours plus tard, Dennis Phillips suggère qu'on offre des huîtres à McLoney. Il paraît que le mélange huître-whisky est mortel. Gibson arrose les huîtres d'antigel. McLoney avale le tout et se dit heureux d'avoir de bons copains. C'est à ce moment qu'apparaît un nouveau venu, Burt Mallory, chauffeur de taxi et ami de Folco. Il prend les choses en main. Quand McLoney sera dans les vapes, on le met dans mon taxi et on l'emmène dans la nature, une nuit à poil en plein air, et il va y rester. Et sitôt dit, sitôt fait. McLoney, dans le cirage, se retrouvera à moitié nu dans des buissons de West Park. Pour être certain du résultat, Folco, Burt et Dennis l'arrosent d'eau et le laissent en bras de chemise sous la neige qui tombe dru. Il fait moins 8 degrés. Dans la journée, Burt va faire des petites virées du côté du parc. Aucune trace de Sean McLoney. Rien dans les journaux. Folco, lui, par contre, a récolté une bonne branchite sous la neige. Et le soir même, la porte du bar s'ouvre et Sean McLoney apparaît, perplexe. « Ah, je me suis réveillé presque à poil dans un buisson de West Park. Ah, vous sauriez pas comment je me suis retrouvé là-bas par hasard ?» Folco, Gibson et les autres ne savent rien. On sert un nouveau verre à Sean, et au moment où arrive un nouveau copain d'un aspect si antipathique qu'on le surnomme Horrid. Horrid, mis au courant du problème, décide « Mais vous n'arriverez à rien par ce moyen. Enfin, essayez de faire congeler un mec que vous bourrez d'antigel, il faut le faire. » La seule façon, c'est de simuler un accident. Burt Mallory, consulté, accepte de prêter son taxi pour l'accident. Moyennant une participation au bénéfice, Horrid se charge de pousser Sean sous le taxi. 3 heures du matin, toute l'équipe est dehors pour soutenir Sean qui navigue dans le monde des rêves complètement ivre. Burt arrive au volant de son taxi, prend la position de départ. « Je klaxonnerai 2 fois en démarrant !» Au fond d'un terrain vague, une maison dont toutes les fenêtres sont éteintes. 2 coups de klaxon et le bruit du taxi qui arrive à plein gaz. Folco et Dennis s'apprêtent à pousser McLoney sous les roues. Dans la maison proche, une lumière s'allume. Sean va valdinguer sur le bitume, mais Burt, au dernier moment, fait une embardée pour l'éviter. Pas question de faire ça s'il risque d'y avoir des témoins. Ce n'est que partie remise. Une demi-heure plus tard, Sean McLoney est fauché par le taxi qui l'emboutit à 80 à l'heure. Dès le lendemain, Folco et compagnie se ruent sur les journaux du matin, rubrique « Des accidents de la circulation ». Rien. Pas la moindre trace de Sean McLoney. Le lendemain non plus. Gibson, le barman, passe ses heures de liberté à courir hôpitaux et morgues à la recherche de son beau-frère, Sean McLoney. Aucune trace. Horrid décide qu'il faut prendre les choses en main. Folco a des traites à payer, Dennis le croque-mort, des problèmes d'argent. Après tout, l'important c'est que quelqu'un nommé Sean McLoney passe de vie à trépas, peu importe l'identité du cadavre. Toute l'équipe s'efforce alors de trouver un kidam qui, tout en ressemblant plus ou moins à Sean McLoney, ne possède ni amis ni parents et qui soit porté sur la boisson. Beaucoup d'éléments indispensables, mais à New York, c'est bien connu, on trouve de tout, même en période de crise. Gibson revient un soir, triomphant. « J'ai déniché l'oiseau rare, mes enfants, dans un bar de Brooklyn. Je l'ai un peu cuisiné, tout colle au poil, pas de boulot, pas de famille, et une véritable éponge à torboyau. » Le soir même, la future victime, un Gallois nommé Martin Leeward, fait son entrée au Folco's Corner. Pas de doute, c'est le même style que Sean McLoney. « Mon gars, si tu veux bien balayer la boîte et faire quelques petits travaux, tu pourras boire tout ton sou et même dormir ici sur une banquette. Plus de l'argent de poche. »« Banco ?» répond Martin. Gibson lui tend déjà son fameux cocktail whisky antigel, sans faux col. Dès le lendemain,
Horrid passe chez un imprimeur et fait tirer des cartes de visite au nom de Sean McLoney, sans autre mention. Ce sera un moyen d'identifier le futur cadavre après son accident. Et le même scénario recommence. La rue déserte à 3 heures du matin, le taxi de Burt qui fonce, le choc avec l'ivrogne inconscient. La calandre du taxi est même un peu emboutie. Pour être bien sûr d'avoir un cadavre au bout du compte, Burt repasse 2 fois avec son taxi sur le gallois désarticulé dont les poches élimées sont pleines de cartes de visite. Puis tout le monde rentre se coucher. Et le lendemain, nouvelle déception, aucune mention dans les journaux de l'accident mortel, pas de cadavre. Horrid part aux nouvelles. Et il revient presque aussitôt. Mais enfin, c'est pas croyable. Le gallois est à l'hôpital, salement amoché, mais vivant. Il a une fracture du crâne, des côtes enfoncées, les bras et les jambes cassés, des contusions internes, mais il vit. Folco et ses collaborateurs sont effondrés. Mais après tout, le faux Sean McLoney est tellement mal en point, ce ne sera qu'une question de jour. À tout hasard, ils envoient des oranges à l'ancien balayeur. Et on attend. On attend jusqu'au jour où la porte du bar s'ouvre et laisse entrer Sean McLoney, le vrai, l'authentique, toujours aussi vaseux. Sean? Mais où étais-tu passé? Tu veux boire un verre? Oh, j'ai eu un accident de voiture inexplicable et j'étais hospitalisé dans le New Jersey. C'est bizarre, mais... Folco n'attend pas la suite. Il glisse à Gibson. « Vire-moi ce mec en vitesse. Je veux plus le voir ici. Un Sean McLoney, ça suffit. » L'Écossais, tout étonné de l'attitude de ses vieux copains, se retrouve au chômage et dans la rue, la gorge soudain sèche. Mais de l'hôpital, les nouvelles arrivent, et de plus en plus inquiétantes. Le faux McLoney se remet lentement, mais sûrement. Il va sans doute sortir bientôt. Alors pas de doute, il faut retrouver le vrai Sean. Tout le monde le cherche, et on finit par le dénicher dans un bar où il balaye et fait la plonge. Mais depuis qu'il ne boit plus d'antigel, l'Écossais a retrouvé sa dignité. Pas question de retourner travailler au Folco's Corner. Il a été trop déçu. C'est à peu près à cette époque que la fine équipe s'agrandit d'un nouvel élément, Gus Gorgsky, un marchand de lunettes. Lui aussi a de graves problèmes d'argent. Lui aussi est prêt à tout pour en obtenir. Folco, Denis, Burt et compagnie lui expliquent sa mission. Fréquenter le bar où Sean travaille, faire sa connaissance et l'inviter chez lui pour boire un verre. Une fois là, lui resservir quelques verres d'antigel jusqu'à ce qu'il sombre dans l'inconscience. « À la tienne, mon vieux Sean !» Sean ne répond pas. Il tombe à terre et sa tête heurte lourdement le sol carrelé. Gorowski passe un coup de fil. Quelques minutes plus tard, Folco et Gibson arrivent. Ils ligotent Sean, lui enfilent dans la gorge un tuyau de caoutchouc et branchent celui-ci sur le gaz de ville. Quand le médecin enfin appelé arrive, on lui explique que ce pauvre Sean souffrait d'une sorte de pneumonie. Le médecin fatigué n'insiste pas et signe le permis d'inhumer du défunt. L'Écossais, dans les jours qui suivent, est enterré au cimetière du Bronx dans une petite boîte de bois blanc. Et c'est la fête chez Folco, et on attend avec impatience le chèque de l'assurance. Au moment du partage, il y a beaucoup de monde à récompenser. Et une fois les frais déduits, la part de chacun reste assez maigre. L'ambiance n'est donc pas très bonne au sein de la fine équipe, et comme tout le monde a tendance à boire un peu trop et à parler encore plus, la police finit par entendre des propos qui l'intriguent. Il paraîtrait qu'un certain Sean McLoney, qui travaillait plus ou moins au Folco's Corner, est mort juste le jour du Thanksgiving Day. « Exhumez-moi ce mec !» L'exhumation révèle que Sean a une drôle de couleur, celle des gens morts empoisonnés par le gaz. C'est la débandade. Chacun essaie de charger les autres de cette mort suspecte qui leur a coûté tant d'efforts. Folco, Stan le barman, Dennis le croque-mort et Gus finiront sur la chaise électrique. Burt, le taxi, passera quelques années à l'ombre. Il y a des personnes comme ça que les autres n'aiment pas dans leur quartier ou leur village. Allez savoir pourquoi. Si vous interrogez les gens, ils vous diront souvent qu'eux-mêmes n'en savent rien. Tenez par exemple, à Rheinfeld, près de Lübeck, en Allemagne fédérale. Au début des années 50, c'est une petite ville tranquille, avec de jolis pavillons entourés de jardins. Une bonne partie de ses habitants sont des retraités aisés, ce qui explique la mentalité assez puritaine qui y règne. Dans les conversations chez les commerçants, en sortant de l'église, c'est le même nom qui revient toujours, prononcé sur un ton de réprobation. Franz Richter. Le plus souvent d'ailleurs, il n'est pas désigné par son nom de famille, on l'appelle le dandy. Et c'est vrai que Franz Richter n'a pas le style des gens de Rheinfeld. À 46 ans, il est resté très bel homme, il est très élégant, bien plus que ne le justifie son emploi de comptable à la sécurité sociale. Alors pourquoi c'est vrai de toilette, sinon pour plaire aux femmes? On murmure dans la petite ville que ses conquêtes ne se comptent plus. On plaint beaucoup sa malheureuse femme, Eva.
D'ailleurs, il paraît qu'elle serait malade. Elle est en train de mourir de chagrin, la malheureuse. À moins que ce soit autre chose. Vous m'avez compris. Oui, et on a compris. Et la suite va s'enchaîner inexorablement, impitoyablement. Septembre 1952, les conversations vont bon train à Rheinfeld au sujet de Franz Richter. Sa femme Eva est au plus mal. Depuis quelque temps déjà, on ne voit plus la silhouette élégante du dandy dans les rues de la petite ville. Il a même obtenu un congé auprès de la sécurité sociale pour pouvoir soigner sa femme. Aux rares personnes qui lui adressent la parole, il a dit qu'Eva était atteinte d'un cancer et que son état était désespéré. Mais cette version laisse sceptiques les bonnes gens de Rheinfeld. Et lorsque le 18 septembre 1952, Eva Richter meurt, le chagrin qu'affiche son mari est très sévèrement commenté. La malheureuse. Il se sera moqué d'elle jusqu'au bout. Et vous avez vu que Carlotta Schneider est venue à l'enterrement? Il y en a qui n'ont pas de pudeur. Carlotta Schneider est la voisine des Richter. Elle est mariée, elle a 40 ans. Sa liaison avec Franz Richter, qui date de 6 mois, est, comme on dit, de notoriété publique. Ils ont eu prendre toutes les précautions possibles, cela a fini par se savoir. Il est difficile de cacher sa vie privée à Rheinfeld, et surtout quand on est aussi surveillé et épié que les Franz Richter, le dandy. Du coup, Carlotta Schneider est devenue l'objet d'une attention tout aussi soutenue que son amant, et la curiosité des braves gens de Rheinfeld n'a pas été déçue. Vous savez ce que je viens d'apprendre? On dit que le mari de Carlotta ne va pas bien du tout. Vous allez voir qu'il ne va pas tarder à rejoindre la pauvre Madame Richter au cimetière. Et c'est effectivement ce qui arrive. Au début de décembre 1954, moins de 3 mois après Eva Richter, le mari de Carlotta meurt à son tour. Cette fois, tout Rheinfeld parle ouvertement d'un double assassinat. L'absence de Franz aux obsèques est interprétée comme un aveu. Quant aux circonstances du meurtre, elles ne font de doute pour personne. Rheinfeld est victime depuis 3 mois d'une invasion de rats. Pour se débarrasser des rongeurs, la municipalité a distribué aux habitants un raticide puissant, le thallium. Ce qui était un moyen de protection pour les honnêtes gens est devenu entre les mains de ces assassins l'arme du crime. Et les habitants de Rheinfeld de conclure, vous verrez qu'ils vont bientôt se marier. Et encore une fois, la suite des événements leur donne raison. 1 an et demi après, en mai 1956, Franz Richter épouse Carlotta Schneider. Le pasteur de Rheinfeld refuse de bénir leur union. Ils ont dû aller à Lübeck. Franz et Carlotta ont longuement hésité avant de se marier. Ils savaient qu'en se mariant, ils allaient s'attirer plus encore la haine de leurs concitoyens. Mais ils ont passé outre. Ils se sentaient assez forts pour faire front. Non, ils n'iront pas vivre ailleurs. Ils resteront à Rheinfeld. Et le dandy et l'empoisonneuse, comme tout le monde les appelle, continuent leur vie comme si de rien n'était. Franz se rend chaque jour à la sécurité sociale, affronter l'hostilité de la quasi-totalité de ses collègues. Carlotta fait des traductions d'anglais à la maison. Le dimanche, pour échapper à cette atmosphère étouffante, Franz Richter va pêcher dans le lac tout proche. Ce sont ses seuls véritables moments de détente. Il part sur sa bicyclette avec sa canne à pêche en bandoulière. Depuis son mariage, il s'habille avec beaucoup moins de recherche. Mais cela ne change pas l'hostilité de la population à son égard, qui continue toujours à le surnommer le dandy. Le commissaire de Rheinfeld, Klaus Topfer, partage le sentiment général. Depuis des mois, son bureau est envahi de lettres anonymes dénonçant le couple Richter. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour déclencher une enquête. Ce sont des bruits, des racontars. Pour qu'il puisse agir, il lui faudrait une plainte officielle, par exemple, émanant de la famille d'une des 2 victimes. C'est ce qu'il déclare aux gens venus faire leur dénonciation auprès de lui. Le mari de Carlotta n'avait pas de famille. Mais le frère d'Eva Richter habite toujours à Rheinfeld. Allez donc le voir et débrouillez-vous avec lui. Les habitants de la petite ville se le sont tenus pour dit et le frère d'Eva Richter est devenu l'objet d'un véritable siège. Il faut venger Eva. Il ne faut pas laisser impunis ces 2 êtres abominables. Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Vous devez porter plainte. Mais le frère d'Eva s'y refuse. Il sait que sa sœur avait un cancer. C'est son médecin lui-même qui le lui avait dit. Et contrairement au reste de la population, il ne croit pas au meurtre. Cela n'empêche pas les gens d'insister, et cela dure exactement 10 ans. Jusqu'au jour
où le frère d'Eva finit par craquer, tant par lassitude que parce que le doute a fini par s'installer en lui. En juillet 1966, il porte plainte contre Franz Richter pour meurtre de sa sœur. Le commissaire Klaus Topfer a du mal à dissimuler sa satisfaction. Il y a si longtemps qu'il attendait ce moment. Évidemment, son plan d'action est au point. Depuis des années, il a eu tout le temps de le mûrir. Il faut demander l'exhumation d'Eva Richter et de Fritz Schneider, le mari de Carlotta. La présence de thallium chez les victimes sera la preuve irréfutable qui lui permettra d'arrêter immédiatement les deux assassins. La double exhumation est accordée par le parquet, l'ouverture des deux sépultures a lieu dans l'effervescence qu'on imagine, et la population attend le résultat de l'autopsie avec autant d'impatience que le commissaire Topfer. Celui-ci parvient une semaine plus tard et tombe pour le policier comme un arrêt irrévocable. Il n'a pas été trouvé dans les deux corps aucune trace de thallium ni d'une substance toxique quelconque. Le commissaire Topfer, après un moment de stupéfaction, se ressaisit. Il aurait dû évidemment penser que, 12 ans après, le poison avait disparu. Il n'a pas la moindre preuve, rien que les ragots de toute la ville. Mais il va s'y prendre autrement. Il va obtenir les aveux de Franz Richter et, question aveu, il s'y connaît. Dans ce domaine même, il ne craint personne. Il sait endormir la méfiance des suspects et les faire craquer au moment où ils s'y attendent le moins. Franz Richter est arrêté le 12 septembre. Klaus Topfer le reçoit dans son bureau en début d'après-midi et l'interroge sans attendre. La nuit vient. Franz nie toujours farouchement. Mais le commissaire n'est pas pressé. Il répète inlassablement les mêmes questions, tantôt brutales, tantôt faussement amicales. « Cela ne vous pèse pas d'être un assassin ?»« Je ne suis pas un assassin. »« Bien sûr, vous avez raison. Votre femme allait mourir, ce n'est pas vraiment un meurtre. Vous avez seulement hâté la nature. Je ne l'ai pas empoisonnée. Ah, elle souffrait beaucoup. Non, ce que vous avez fait, c'est un geste d'humanité. Je n'ai rien fait. Avouez. Les juges sont indulgents, vous serez certainement acquitté. Avouez, et vous serez soulagé. Et au petit matin, Franz Richter craque tout à coup. Il avoue avoir empoisonné sa femme au thallium. L'instruction est menée rapidement. Elle ne tient aucun compte du fait que l'accusé rétracte presque immédiatement ses aveux et proclame sans cesse depuis son innocence. Le 12 août 1967, son procès s'ouvre. Le défilé des témoins de l'accusation est impressionnant. Les habitants de Rheinfeld se succèdent pour attester de la moralité douteuse et même franchement détestable de l'accusé. Ils décrivent en détail les symptômes d'empoisonnement qu'ils ont constatés chez sa femme. Les experts toxicologues, eux aussi, sont formels. Il s'agit bien d'un empoisonnement au thallium. Son absence dans le corps de la victime 12 ans après est normale. Et après une semaine de débat, Franz Richter est condamné à la prison à vie. À Rheinfeld, on respire. L'assassin est sous les verrous. Sa femme, qui n'a pas eu le courage d'affronter seule la ville entière, a déménagé. Oui, tout le monde est satisfait, même si les gens regrettent en secret de n'avoir plus rien à se dire maintenant que le dandy n'est plus là. Dans sa prison, Franz Richter crie son innocence. Mais personne ne s'intéresse à lui. Son avocat, à qui il a demandé d'obtenir un nouveau procès, lui a réclamé avant toute chose une provision de 20 000 marks. Et il n'a pas cette somme. Le temps passe de nouveau. 10 ans, exactement. Nous sommes en 1977. Cette année-là, une importante revue allemande fait une enquête sur les condamnés à perpétuité dans les prisons du pays. Quand Franz Richter voit les journalistes entrer dans sa cellule, il sent que sa dernière chance est là. D'une voix brisée, il s'adresse à eux. « Vous êtes mon seul espoir. Je vous en supplie. Essayez de faire réouvrir le procès. » Émus et troublés, les journalistes décident de refaire l'enquête pour leur compte. Ils interrogent d'abord un toxicologue. Et en 10 ans, la science des poisons a fait beaucoup de progrès et la réponse que fait l'expert est stupéfiante. Si l'on n'a pas retrouvé de thallium dans le corps, c'est la preuve formelle qu'il n'y a pas eu empoisonnement. Le thallium est une substance indissoluble. Nous en avons retrouvé dans des corps après des décennies et même après des siècles. Cette fois, il devient impossible de fermer les yeux. La nouvelle annoncée à grand bruit par la revue déclenche la réouverture de l'enquête et un nouveau procès. À la première audience, le 16 septembre 1978,
Aucun des habitants de Rheinfeld qui avait témoigné à charge 10 ans plus tôt n'ose revenir à la barre pour maintenir ses accusations. Carlotta Richter n'est pas là non plus. Elle est morte entre-temps, après avoir cru jusqu'au bout à l'innocence de son mari. Et après seulement 2 jours de débat, Franz Richter a été acquitté. Il est rentré à Rheinfeld. Il n'avait que 70 ans, mais avec ses cheveux blancs, tout voûté comme il l'était, on lui en aurait donné facilement 80. Une fois arrivé chez lui, il a pris sa canne à pêche et il s'est dirigé vers le lac. Et pour la première fois depuis plus de 20 ans, quand Franz Richter est passé dans les rues avec sa canne en bandoulière, personne n'a parlé. Il n'y a eu qu'un très grand silence.